Polysécure, épisode sur l'actualité du 26 octobre 2025. Commençons avec les Shameless Plugs, 4 et 5 novembre, FairCon aux États-Unis, 8 et 9 novembre, le DeathCon à Montréal, ou en tout cas peu importe à travers le monde et en ligne. C'est sold out, fait que malheureusement les gens qui n'ont pas leur billet, vous ne pourrez pas être sur place. Je vais y être, je vais enregistrer des podcasts. Et en tout cas, m'instruire sur ces affaires-là, c'est que c'est très, très chouette. Du 7 au 20 novembre, le European Cyber Week en France, je vais y être. Le 25-26 février, Secure, les préparations sont toujours en cours, Call for Paper est ouvert. Les inscriptions sont ouvertes si vous le désirez. Le 14 au 17 avril, le 20-26, BotConf en France, que j'ai raté l'an dernier, que j'espère cette année ne pas rater. 28 et 29 avril de 2026, Cyberconférence 2026 de CyberEco. Du 9 au 17 mai, NordSec 2026. On est dans la dernière semaine des prix super rabais. Fait que si vous voulez en passer, c'est cette semaine, dépêchez-vous. Et 3 au 5 juin 2026, le Styx. Et autre événement que j'ai raté l'année passée parce que j'ai pris trop de temps avant de m'inscrire. Donc cette année, en tout cas, l'année prochaine, au prochain instant, je n'espère m'y prendre davantage et pouvoir aller à cet événement-là qui, en tout cas, bref, qui est mythique à certains égards. Commençons les nouvelles cette semaine par les incidents. Si vous avez vécu sur une roche, vous avez dû ne pas vous rendre compte qu'AWS est tombé en panne au début de la semaine dernière, sur lequel cas les DNS auraient été problématiques suivant une mécanique automatisée de mise à jour aurait été problématique et donc aurait fait tomber une bonne partie de ce qu'est l'Internet. Par ailleurs, j'ai pas réussi à trouver dans ce que j'ai lu si c'était AWS mondial qui était par terre ou c'était juste US East qui était par terre, et si c'est juste US East, ben c'est à quel point tout le monde dépend de ce service principal-là et n'a pas étalé ses services à travers les différents centres de données de Amazon, d'AWS. Mais si c'est pas ça, ben là, à ce moment-là, effectivement, là, c'est un problème, c'est un nœud principal que AWS fasse reposer que sur East, c'est un sérieux problème. Mais bref, dans tous les cas, de reposer sur un seul et même infrastructure comme ça au niveau mondial, c'est de se poser des questions. Cette question-là a été abordée avec Cybercitoyen, l'épisode qui va sortir cette semaine, je crois mardi. Donc, écoutez, soit sur le côté Cybercitoyen, soit sur le côté Polysécure, les deux épisodes sont presque les mêmes, puisque Sam fait un petit peu plus d'édition que j'en fais sur le contenu. À ça aussi, il y a quelqu'un, et c'est Corey Kin, qui est un critique d'AWS en général, et souligne le point que il y a peut-être une perte de compétences chez AWS, peut-être par la volonté de réduire le nombre de choses, de réduire les coûts, cette pression-là qui existe actuellement, et incluant tout le volet AI qui prétend qu'on peut réduire le nombre de personnes qui travaillent. Donc, lui suppose que cet élément-là est un peu à la source de ce problème-là. Donc, s'il y avait eu une plus grande rigueur au niveau de l'ingénierie ou en tout cas du design d'AWS, ce problème-là n'aurait probablement jamais apparu ou n'aurait été capturé bien avant qu'il fasse les dommages qu'il fasse ça. Donc, amène un peu la conversation sur cette volonté d'économiser sur des infrastructures qui sont très critiques. Et il va falloir que les législateurs transfèrent qualifient ces grands hyperscalers-là comme étant des infrastructures critiques justement pour les protéger adéquatement pour que les mesures soient prises pour pas qu'un pan de la société au complet tombe quand ceux-ci ne fonctionnent pas bien. L'autre incident est également celui-là, si vous avez vécu sur une roche, il y a eu un vol au Louvre en France. Il y a disons, l'article en question que je cite beaucoup de lacunes de sécurité physique qui étaient en place là-bas, sous-investissement et ainsi de suite. Considérant que ce musée-là a des œuvres et des choses qui exposent qui sont d'une très grande valeur monétaire, même s'ils sont plus difficiles à vendre, ils ont quand même une valeur monétaire et sentimentale pour certains. Le fait de les protéger de façon aussi faiblement et à se poser des questions.
Donc, c'est de se demander pourquoi le sous-investissement en cyber et en surveillance physique, dans ce cas-ci, est en place. Fait que c'est un rappel que c'est quand même important. On ne peut pas négliger toutes ces coupures-là dans ces infrastructures et notamment dans la sécurité, qu'elle soit physique ou logique, créent des problèmes. Nous, on le vit beaucoup avec la cyber, mais en sécurité physique, c'est également le cas. Et ces mêmes coupures-là ou ces mêmes éléments-là qui fait que si on n'a pas d'incident, ben c'est pas grave, on sous-investit, mais nous amène à une situation comme ça. Et ce volet est particulièrement comique puisqu'il a été fait par 2 dudes avec une nacelle et une simple scie. Donc, bref, c'est tout à fait fascinant comment ça a eu lieu et à quel point ça a été simple. Et c'est aussi un rappel que les moyens simples sont toujours les plus efficaces. Donc, c'est un peu ça aussi. Puis c'est un autre nouvelle d'ailleurs qu'on a abordé du côté cybercitoyen. Je ne m'étendrai pas sur ce côté-là. Et au moment où j'enregistre, les voleurs ont été retrouvés. Donc, en tout cas, supposément retrouvés. Donc, on verra ce qui se passe par la suite. Mais bref, c'est un peu misérable de voir cette situation-là. Autre bloc sur l'intelligence artificielle. Cette semaine, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Faille critique dans les MCP, c'est Expose 3000 avec des 3000 serveurs et des clés API, ainsi de suite. J'ai enregistré la semaine dernière un épisode avec Nick Taylor sur justement la protection de ces éléments-là avec du Zero Trust et tout ça. L'épisode va sortir mi ou fin novembre, donc suivez, vous allez voir, il est super intéressant. Les concepts qu'il amène et qui permettent justement de protéger efficacement le MCP, le temps que cette technologie devienne mature et puisse augmenter en termes de robustesse en tant que telle, ou à la limite de déléguer à un tiers ces éléments-là. Donc bref, je n'inventerai pas l'épisode plus que ça. Vous écouterez quand il sera disponible. Paradoxe des LLM locaux. Beaucoup de gens vont tendance à se virer vers les modèles locaux, donc ils peuvent rouler localement sur leur machine ou sur leur serveur pour appuyer des infrastructures, appuyer des éléments comme ça. Le paradoxe ici, c'est que parce que ça roule local, les gens ont moins peur parce que c'est pas détenu par une compagnie tiers. Par ailleurs, ces modèles-là sont beaucoup moins robustes, beaucoup plus dangereux. L'article est très, très détaillé, fait des analyses très intéressantes. Je vous invite à aller le voir. Mais c'est un rappel que c'est pas parce que si on le roule local, on fait juste se protéger comme une facette qui est la facette de confidentialité. On ne se protège pas contre les autres facettes de sécurité. Donc, c'est un déplacement de problème. Et encore là, c'est des technologies qui ne sont pas encore super matures. C'est encore très difficile de faire quoi que ce soit avec ça. Donc, faites très attention si vous décidez d'aller dans ce chemin-là et mettez les mesures en place et le temps nécessaire pour sécuriser. OpenAI, avec son navigateur web Atlas, connaît d'énormes problèmes de sécurité, ce qui n'est pas une grande surprise en soi, puisque c'était ultra prévisible que c'est quelqu'un qui allait se lancer là-dedans, tête baissée, sans même mettre les mesures en place ou faire du vibe coding à la limite, allait s'exposer à des problèmes de sécurité qui allaient être très, très, très importants. Donc, c'est un peu malheureux cet élément-là ou cette chose-là de voir que les gens se précipitent. C'est la même chose pour Comet qui est chez Perplexity, qui est le même élément. Dans ce cas-ci, c'est des captures d'écran qu'il fait. Et ceux-ci sont facilement accessibles ou peuvent exposer des informations sensibles à un tiers parti. Donc, c'est des choses comme ça. Et si on rajoute sur le fait que OpenAI, son navigateur, il facilement les prompts, il est sensible aux injections de prompts, donc capable d'aller plus loin. Et en même temps, il faut savoir que OpenAI a un appétit très grand pour alimenter son modèle. Donc, dès lors, c'est un peu dans cette perspective-là où cet élément-là est dangereux dans le sens où on expose des données à OpenAI davantage parce qu'ils ont vraiment très, très faim puis ils ne trouvent plus de façon de réussir à alimenter avec des nouvelles données ces modèles-là. Donc, soyez très prudents avec ces navigateurs-là. Puis, c'est encore des cas de réinvention de la roue. Donc, on en réinvente les problèmes qu'on a déjà connus par le passé. Pour revenir un peu sur la MCP, c'est vrai aussi, il y a d'autres types d'attaques. Deviner les sessions d'ID, les différents éléments avec les agents, des choses comme ça qui, justement, amènent une panoplie de problèmes complémentaires là, pour faire un lien avec la première nouvelle sur le MCP. Donc, faites bien attention quand vous utilisez ça, parce que dans ce cas-ci, c'est
un MCP spécifique qui est visé. Là. Vous irez voir l'article si vous voulez voir exactement ce que ce modèle-là est. Et ça m'amène aussi au fait que le blind spot principal des agents et du IA et de tout ce que c'est, et même du MCP, c'est toute la façon d'utiliser Zero Trust pour sécuriser les éléments, notamment avec l'identité. Donc, autant du MCP, on peut voler les identités, donc voler les informations de l'autre. Ben, avec les agents, il faut que l'information ou l'identité suive les commandes qui sont faites par l'agent en notre nom, justement pour être capable de basculer correctement les différentes requêtes qui sont envoyées à notre nom, justement pour faire suivre ce type de choses-là. Chose qui n'est pas faite encore, puisque on va toujours au plus vite au marché, donc on ne fait pas les mesures nécessaires pour corriger ces problèmes-là ou faire attention avant que ce soit en place. Avant, on pouvait se permettre peut-être de sortir des logiciels un peu moins bien faits et de corriger par la suite. Avec la capacité que les agents AI ont, c'est un peu plus difficile de permettre ce genre de choses-là sans risquer d'exposer les données des gens, de faire des problèmes, de créer des problèmes assez importants au niveau de la fuite d'informations. L'attaque Sneaky Mermaid sur Copilot M365, Microsoft l'a corrigé, ce problème-là, pour le fait de contourner les contrôles et de récupérer beaucoup d'informations dans Copilot. Par ailleurs, c'est un problème qui va revenir, puisque, pas spécifiquement en Copilot, mais puisque les agents sont facilement trompables, on est capable de faire accroire à peu près tout et n'importe quoi, ils vont être capables de dépasser le privilège dans lequel ils étaient. Donc, c'est inévitable que ça va revenir sur une autre forme, qu'avec le temps, les attaquants vont trouver d'autres façons de contourner ça et de réussir à aller chercher de l'information en faisant croire à ces agents-là qu'ils sont autorisés à faire ces éléments-là. On voit de plus en plus de ransomware qui sont associés ou utilisent de l'intelligence artificielle, soit dans la phase préalable, soit dans les analyses, tout ce qui suit. Il y a plusieurs phases qui sont en train de se mettre en place. Les attaquants sont pas en reste tant qu'à ces technologies-là, les explorent et vérifient qu'est-ce qui n'est pas capable d'aller chercher de ces technologies-là pour améliorer et aller beaucoup plus loin dans leurs attaques et de faciliter les attaques. Il y en a même qui permettent justement de faire de l'analyse ou de la discovery, de la découverte dans les réseaux qui sont attaqués pour trouver plus rapidement l'information sensible, trouver plus rapidement les sources, les points sensibles de l'organisation pour appuyer dessus, pour extraire le maximum d'argent de ces compagnies une fois qu'ils sont à l'intérieur de celles-ci. Dans la nouvelle AI, une faille sur 5 est due au vibe coding à l'heure actuelle. Beaucoup de statistiques sont en train de sortir sur la piètre qualité du code au sens sécurité généré par du vibe coding. Clairement, les modèles, les données utilisées pour l'entraînement sont insuffisantes ou contiennent des problèmes de sécurité, donc sont répétées par l'intelligence artificielle en l'occurrence. Donc, ça l'amène des situations très, très problématiques et plus les compagnies se dépêchent à sortir du logiciel, du code finalement, pour être le premier sur le marché, plus ils exposent ce problème-là en voulant économiser du temps, on utilise du vibe coding, 2, on réduit les étapes de vérification, ce qui amène avec beaucoup de vulnérabilité. Fait que tous les gains qu'on a fait en AppSec dans les dernières années, mais ils vont en train de se faire effacer par l'intelligence artificielle dans les prochaines années qui s'en viennent. Donc, on reconnaît encore beaucoup de vulnérabilités. Donc, on est en train de construire des infrastructures comme on construit des ponts avec du vibe coding, fait qu'on vibe code des ponts à l'heure actuelle. Donc, c'est une situation qui est quand même assez préoccupante. L'Europe, avec le NIS 2, met beaucoup d'emphase sur la protection de ça. Donc, on verra comment tous ces éléments-là vont se matérialiser. Et je crois que même l'innovation américaine devra se faire baliser par des éléments légaux pour réduire les probabilités des dommages sur la société dans laquelle on se dirige. Section suivante, privacy, vie privée. Microsoft Teams détecte automatiquement sur lequel Wi-Fi qu'on est, nous définit dans quelle location, quel endroit on est, donc pour faciliter et améliorer le télétravail ou le travail hybride, et ainsi de suite, pour justement permettre de savoir où on est et favoriser une collaboration. Par ailleurs, Microsoft fait beaucoup d'efforts pour
surveiller les employés, si on veut. On l'avait vu pendant le confinement avec certaines fonctionnalités qui permettaient justement d'avoir des insights sur le nombre d'heures ou le temps passé par les employés sur Teams et ainsi de suite. Donc, on est dans un contexte de contrôle. Les entreprises ont un appétit, donc Microsoft répond à cet appétit-là. C'est pas Microsoft le grand méchant dans ce cas-ci, mais une réponse à des requêtes qu'ils reçoivent. En tout cas, j'espère que c'est juste des requêtes, que c'est pas Microsoft qui veut nous espionner à ce point-là, mais justement de nous amener dans ce contexte-là. Fait que d'outils pour faciliter la vie, ça devient des outils qui favorisent la surveillance des employés et un plus grand contrôle pour les organisations qui sont un peu plus nerveuses sur comment leurs employés travaillent ou s'ils travaillent vraiment. Autre nouvelle, le premier ministre de la Pologne accuse le gouvernement précédent d'avoir fait surveiller sa femme et sa fille à l'aide de Pegasus. Cette nouvelle-là, en soi, c'est tel que tel. Par ailleurs, je n'ai pas d'opinion sur le fait que ça a été ou pas fait, ou même si l'autre il dément. Ainsi, rendu là, c'est pas ça le cœur de ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de savoir à quel point maintenant les organisations, les gouvernements et toutes ces institutions-là utilisent de plus en plus de moyens pour surveiller les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. On le voit beaucoup aux États-Unis, puis c'est même pas caché dans le cas du président américain. Il fait vraiment des attaques ouvertes contre ses détracteurs. Dans un système démocratique et libre, de voir ces éléments-là, qui soient par des entités gouvernementales de leur propre chef, soit par les dirigeants des partis politiques en place ou ainsi de suite, qui contrôlent la machine. Je trouve ça assez troublant dans un contexte où on ne veut pas. En tout cas, bref, le passé nous a montré que ce n'était pas une bonne idée d'aller dans cette direction-là. On a plusieurs exemples dans l'histoire européenne, récente d'ailleurs, qui nous montrent à quel point c'est une mauvaise idée d'instrumentaliser la surveillance pour se garder en pouvoir, pour chasser ses détracteurs. Dans ce contexte démocratique et dans un contexte dans lequel on est, la diversité d'opinion est une richesse. Économiquement, ça a été démontré plus que largement. Donc, d'un retour dans ce genre de regard-là, c'est assez troublant. Et ensuite, ça devient qui pense correctement. Et à ce moment-là, on est dans un univers qui est, à mon sens, assez troublant. Donc, qu'est-ce qu'on dirige? Donc, tous les moyens technologiques qu'on a en les mains maintenant servent à contrôler ou faire face à nos peurs comme individus de perdre le contrôle. Donc, c'est assez troublant. J'espère que c'est pas très répandu à travers le monde et j'espère que les gouvernements vont se garder une gêne à l'avenir d'utiliser ce genre de choses-là pour contrôler ou limiter les partis adverses qui sont quand même représentatifs des valeurs de la société. Et c'est pas parce que les valeurs d'un parti n'ont pas préséance sur celles des autres. Bref, c'est un peu dans cette optique-là. Les cookies, c'est un autre article. Je me rappelle plus à quel point j'avais abordé ces sujets-là dans les épisodes précédents d'actualité. Là, un article super intéressant qui déplace, qui explique de façon très, 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 très bien que l'acceptation des cookies devrait être déplacée dans les navigateurs et non dans une bannière que chaque utilisateur devrait cliquer. Ce qui est tout à fait vrai. Puis je pense que c'était un peu dans cet angle-là que j'avais mentionné la dernière fois, puisque c'est un peu avec quoi je suis aligné. Le fardeau ne devrait pas être que je m'emmerde à chaque fois que je vais aller sur un site, mais que globalement, j'ai des paramètres dans mon navigateur qui déterminent, OK, je permets ce genre de cookie-là, je ne permets pas ce genre de cookie-là, et que le site prenne acte des informations qui sont dans mon navigateur, qui lui sont transmises, et que je ne me fais pas harceler par cette requête-là d'informations. Section Blue, j'ai changé offensif-défensif par Blue-Red cette fois-ci. Je trouve ça un peu plus parlant, puis c'est plus facile à conceptualiser, du moins dans le tri comme je fais des nouvelles. Une nouvelle sur le fait qu'il y a l'utilisation des mesures de deception, de tromperie pour augmenter la cybersécurité. Ça a été un débat. C'est toujours contentieux de dire obscurité ou des éléments comme ça. Effectivement, on ne doit pas utiliser l'obscurité, on ne doit pas utiliser la tromperie comme seul moyen de protection. Par ailleurs, ça en fait partie. Il y a des pans de mur de recherche de ce côté-là qui ont démontré l'efficacité de ces éléments-là et ça ramène aussi tout le côté militaire, si on veut, dans lequel on navigue. Finalement, on n'est pas dans un contexte où c'est facile, on est en fait avec des adversaires qui évoluent. Donc, il faut changer les techniques et tactiques pour nous amener à davantage protéger nos infrastructures. Donc, l'usage de faux réseaux, faux serveurs, fausses informations
est un indicateur pour nous aider à aller plus loin. C'est un peu comme dans un honeypot, si on veut, qui nous permet justement d'attirer, mais pas juste, dans ce cas-ci, de capturer des informations pour étudier les attaques des malveillants, comme un peu, fait un peu le SAN, si on veut. Mais dans ce cas-ci, de trouver des moyens de soulever des alarmes d'activités qui ne sont pas censées arriver, puisque c'est des serveurs qui sont inexistants, il y a personne qui sont censés s'y connecter, et ainsi de suite. Donc, il y a des produits maintenant ou des produits qui s'incluent maintenant dans des EDR, dans d'autres outils pour justement améliorer ces éléments-là et augmenter la visibilité du défensif pour être capable d'aller plus loin. Un article qui mentionne qu'on ne devrait pas utiliser les niveaux de mots de passe des navigateurs web pour stocker nos mots de passe. Pas que ceux-ci ne sont pas très bons, mais ceux-ci n'arrivent pas à protéger adéquatement les différents mots de passe, considérant que sont soit liés avec un compte Google, si on se le fait voler, les mots de passe sont volés en même temps. Le fait qu'une personne prenne contrôle de notre machine, dès lors, sont capables de retrouver tous les mots de passe des navigateurs parce qu'on peut protéger adéquatement dans une session comme ça. Fait que les info-stealers vont aller chercher énormément ce genre de choses-là, contrairement à une voûte à part entière qui, elle, protège davantage les choses avec des mécanismes qui sont supérieurs. Pas que le design de Google Chrome est inférieur, mais n'arrivera jamais à protéger adéquatement sans mettre en place des mesures connexes, notamment un deuxième mot de passe par-dessus ou d'autres mécaniques qui fait que la clé ne dort pas à côté du coffre, même si le coffre est bien protégé lui-même en ce sens-là. Microsoft va retirer les previews, les prévisualisations des fichiers qui sont flagués downloadés d'Internet, justement pour éviter le déclenchement automatique d'attaques qui pourrait avoir lieu. Ce changement-là est à partir de Windows 11 25H2. Donc, à ce moment-là, vient protéger davantage. Puis, c'est toujours la question entre la facilité et la capacité des attaquants à utiliser contre nous cette facilité-là. Donc, c'est toujours cette espèce d'équilibre-là qu'il faut arriver. Et Microsoft, en l'occurrence, ont décidé de désactiver ça pour protéger, ce qui est une bonne idée. C'est un peu aussi ce qui arrive quand on active le mode lockdown sur les iPhones, sur les Mac. Beaucoup de fonctionnalités de prévisualisation disparaissent nativement à ce moment-là et sont bloqués justement pour éviter que ces vecteurs d'attaque-là soient utilisés contre les utilisateurs. Donc, la facilité, des fois, elle en prend un coup. L'armée de Myanmar a arrêté 200 personnes dans les centres de cybercrime. Ces pays-là du sud-est de l'Asie sont très propices à des grandes usines d'attaque. Le fait que le pays prenne des mesures, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle. Par ailleurs, il y a eu quelques pressions internationales pour que ça arrive. Et en même temps, les infrastructures qui permettent l'existence de ces centres de cybercriminalité-là devraient être aussi limitées ou bloquées, notamment là, sur les satellites de Starlink. Par exemple, une chose qu'on avait déjà parlé dans un podcast conjoint avec Cyber Citoyen. Article sur le fait qu'il faudrait changer notre cybersécurité de réactif à proactif. C'est pas une grande révolution. J'ai mis l'article parce que c'est un bon rappel qu'il faut arrêter de juste éteindre les feux puis commencer à construire des murs anti-feu, de commencer à construire des infrastructures qui ne prennent pas feu et d'amener ces différents éléments-là pour réduire la probabilité d'incendie. Un peu comme le cas du bâtiment, on est parti avec des villes construites entièrement en bois qui étaient rasées à grandeur quand il y a un feu prenait. À des villes, on utilise le béton, l'acier, justement pour limiter la probabilité d'incendie par rapport à ça. Ou l'usage de matériaux qui sont inflammables. Par ailleurs, ces matériaux-là sont en même temps comportent des éléments chimiques qui sont considérés comme un peu toxiques pour les humains. Donc, la balance entre les deux doit toujours être mesurée. Par ailleurs, il faut regarder sur le plus grand nombre. Donc, le fait de réduire la probabilité d'incendie est meilleur. Donc, le fait d'être réactif, d'être proactif est mieux. Donc, de mettre en place des mesures, de construire avec des matériaux, des logiciels et des éléments comme ça qui sont mieux protégés pour arriver à stabiliser les choses comme ça. Proofpoint a diffusé un toolkit pour permettre de détecter des modes d'attaque dans les PDF. Fait que c'est très bien. Je ne peux qu'être très, très heureux de voir des compagnies de partager leurs informations en source ouverte, justement pour aider le plus grand nombre à se protéger, à mettre en place des mesures et d'avoir des outils qui ont été développés, donc partagés avec la communauté pour aller beaucoup plus loin.
d'améliorer notre posture de tout le monde. Fait que ça ne peut être qu'une bonne chose, ce genre d'initiative-là. OpenBSD 7.8 est sorti. Je le mentionne parce que c'est un système d'exploitation que j'adore. Il y a très très longtemps, dans les premiers Hackfest, on avait reçu justement Théo Derade, qui est un des très grands contributeurs, c'est pas fondateur de OpenBSD. Donc c'est très intéressant, ça l'amène des concepts très nouveaux, très difficiles par exemple à déployer, c'est très ardu. Mais par ailleurs, c'est très le fun à utiliser. Pas le fun. C'est très pratique point de vue cybersécurité à utiliser puisque c'est des systèmes qui sont quasi indestructibles. Connu quelques petites failles par le passé, mais très, très peu. Donc, on est dans un système très, très, très robuste, très léger, très, très old school en quelque sorte, dans lequel on est capable de fonctionner. Puis cette version-là rajoute le support pour Raspberry Pi 5 et d'autres éléments comme ça qui sont utiles, mais qui avancent que très lentement. Ce n'est pas fait pour le desktop, c'est vraiment fait pour du serveur, qui est très efficace derrière, que j'utilise dans mes infrastructures. AMD et Intel ont convenu d'une stratégie pour bloquer les problèmes de mémoire ou les problèmes des attaques sur la mémoire en développant une architecture commune qui s'appelle CheckTag, qui permet justement de mieux protéger la mémoire, donc de réduire la probabilité d'attaque et donc de donner des outils supérieurs. Bon, le temps avant que ça arrive, c'est quand même, on ne parle pas d'un cycle rapide, mais au moins on voit déjà en place des moyens développés par les constructeurs de CPU pour réduire la surface d'attaque générale dans laquelle on est. Dernière nouvelle de cette section-là, Réserve européenne de cybersécurité, l'Union se dote d'un bouclier commun. La nouvelle me laisse perplexe. Quand on la lit, c'est plus facile à comprendre qu'est-ce que c'est. Essentiellement, c'est un peu la mutualisation des efforts des différents pays européens. C'est une bonne chose. D'avoir une force de frappe commune, ou pas de frappe, une force de protection commune ne peut qu'être une bonne chose. Je trouve que le fait de bouclier ou d'éléments comme ça, bon, ces analogies-là sont un peu ou réserve européenne, c'est un peu militaire comme approche, comme regard. Pour ça, le vocabulaire n'est peut-être pas approprié. Par ailleurs, c'est la mutualisation des sortes des différentes capacités de réponse. Donc, de créer un marché uniforme à l'ensemble de l'Union européenne pour accéder à des services de réponse aux incidents et de se préparer à des incidents majeurs. Donc, c'est une très, très bonne chose qu'une organisation. Ça fait écho avec le podcast que j'ai enregistré avec le DG du Cyber Security Center Belgium, qui justement amène justement cette collaboration-là au sens national, parce que la Belgique est un pays complexe. Donc, cette collaboration-là, elle est très intéressante parce qu'elle amène justement d'un point de vue avec des complexités culturelles, comme la Belgique fait, de voir que ça peut se faire à un niveau européen, c'est une très bonne chose aussi, puisqu'on est dans un univers comme ça où ça n'arrête pas d'attaquer. Et justement, en parlant d'attaque, la dernière section sur le red, le rouge, tout ce qui est méchant. On a vu apparaître le Glassworm, c'est une attaque ou une chose qui se propage automatiquement dans les différentes marketplaces pour Visual Code. C'est assez troublant, c'est assez bien fait dans l'ensemble. Il y a plein de caractères invisibles, ça infecte, ça vient chercher les clés, les API, ça vient chercher beaucoup de choses et ça repousse du code dans les dépôts qu'on a accès. Donc, justement, vient se propager de cette façon-là. C'est une attaque assez sophistiquée. En tout cas, du moins, ce qui en transparaît jusqu'à présent, qui est quand même assez complexe. Il y a eu des efforts qui ont été faits notamment par Microsoft pour les bloquer. Mais c'est très, très difficile à mettre en place les mesures de détection, les éléments comme ça. Fait que si vous utilisez VS Code avec des plugins, scannez vos choses, vérifiez, parce que s'il y a de très bonne probabilité que vous ayez été infecté au passage, il y a vraiment un très grand nombre de personnes qui l'ont été dans la seule semaine que ça a été en tout cas, ça a été découvert, du moins. Et ça va très loin. Donc, on est dans une place où quelqu'un vole beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup, beaucoup de choses à travers des dépôts de plugins dans les GitHub, va pousser son code dans GitHub. Donc, bref, il y a une très grande sophistication justement sur ce genre de choses-là. Et on ramène encore sur le fait ce que je mentionnais, plus on amène des choses qui sont facilitantes, plus les attaquants vont les utiliser pour aller chercher ce qu'ils ont besoin.
nous tromper et permettre d'aller faire de l'argent sur notre dos aussi, parce que dans ce cas-ci, ils vont notamment chercher les portefeuilles de crypto-monnaies, par exemple, qui sont dans la portée. C'est pas juste les API, c'est pas juste ce genre de choses. Donc, ils sont quand même pragmatiques et financer ce genre de choses-là, mais bref, l'attaque ne remonte pas jusqu'à... En tout cas, les articles ne remontent pas encore jusqu'à la source de l'attaque qui est en arrière, tout ce qui ça a été fait. Probablement que dans les prochaines semaines, cette information va être disponible, mais ça ramène que même si on télécharge des extensions des marketplaces qui sont vouchées par les fabricants, on peut s'exposer à des problèmes quand même. Donc, il faut des mesures complémentaires pour réussir à sceller ou en tout cas, bref, à limiter la capacité à un attaquant de faire du mal, de voler les clés d'API, voler les informations qui sont sensibles sur nos systèmes. Autre nouvelle sur le fait que les vieux appliances, les vieux équipements de sécurité qu'on utilise, notamment les firewalls, les IDS, et tous ces vieux équipements-là ont connu beaucoup d'avaries de sécurité depuis les 2 dernières années. Donc, tous ces équipements qui sont sur le périphérie de notre réseau qui sert à le protéger ont été attaqués, soit le volet VPN, soit le volet firewall, soit le volet de gestion ou tout ce que ça comporte. Et ça vient mettre en lumière le fait que nos infrastructures, les équipements de sécurité nous amènent des problèmes de sécurité. Donc, il faut être très, très vigilant. Donc, c'est pas parce qu'on a un firewall qu'on est protégé. Donc, il faut surveiller le firewall pour que celui-ci ne soit pas mal utilisé. C'est des attaques qui existent. C'est des incidents qui arrivent aussi d'ailleurs. Donc, d'être très, très vigilant, autant corriger très rapidement que de surveiller les éléments connexes s'il n'y a pas des activités suspectes qui ont présence sur ça. Et ce n'est pas sans rappeler que récemment, SonicWall a été touché par ce genre d'attaque-là. Donc, on est vraiment dans un contexte où cette vieille approche-là de regarder la sécurité vient nous mordre. Peut-être qu'il faudrait regarder comment modifier cette stratégie-là pour réduire notre exposition à des problèmes comme ça. Tant qu'à parler des problèmes de DNS de Amazon, de Bind est vulnérable à une attaque d'empoisonnement de sa cache, donc d'être capable d'injecter des fausses résolutions et d'amener les personnes à se diriger vers des mauvais sites. Donc, mettez à jour si vous êtes vulnérable, si vous avez une instance de ce résolveur DNS. Google avertit contre les fausses jobs qui sont publiés parce que certaines amènent favorisent l'infection avec des malwares. Donc, d'être prudent dans un contexte, on est dans un univers où il y a un certain niveau de chômage qui a augmenté. C'est un peu d'attaquer les gens qui sont un peu plus désespérés de se trouver un emploi. Donc, soyez prudents si vous avez à ouvrir des offres d'emploi pour vous assurer que ce n'est pas des choses qui sont infectées ou sur des machines qui ne sont pas sensibles à ça. YouTube, comme l'autre semaine, je parlais de TikTok, de gens qui s'infectaient, les mêmes vidéos se retrouvent sur YouTube. Donc, ces vidéos-là incitent les jeunes, ou en tout cas YouTube les moins jeunes, à faire des manœuvres ou essayer de trouver des logiciels pas chers ou gratuitement ou cassés de ce côté-là, puisque ça l'amène sur le greed. C'est une chose qui a déjà été discutée. Si vous voyez quelqu'un ou une vidéo qui vous explique comment payer pas cher ou ne pas payer pour des logiciels commerciaux, notamment de grandes suites comme Adobe, c'est sûrement un piège. C'est un vieux piège qui existe depuis une éternité. C'était le cas dans les forums de peer-to-peer, les torrents, et ainsi de suite. Donc, c'est encore la même chose, les mêmes stratégies continuent. L'appât du gain amène les gens à prendre des décisions qui ne sont pas éclairées, fait que d'utiliser les véhicules plus modernes comme YouTube comme étant une stratégie de propagation de ces éléments-là. Ensuite, les attaques sur les blob storage chez Azure. Il y a c'est encore un autre élément en cloud mal configuré, les malveillants un peu plus sophistiqués, ceux-là viennent surveiller, s'assurer, voir ce qu'il en est. On a vu dans la dernière semaine avec Axis qui avait son blob storage mal configuré qui a permis de remonter. Donc, tous ces éléments-là qui permettent d'accéder doivent être surveillés pour justement s'assurer que ça ne soit pas utilisé par un malveillant, soit par une porte inattendue, par un logiciel qu'on distribue, par
différents moyens ou sur un poste qu'un info stealer. Donc, des capacités de protéger ces différentes facettes-là qui amènent à des stockages. Et souvent, ces stockages-là ont énormément d'informations sensibles à l'intérieur de ceux-ci, donc, ou vont fuiter. Fait qu'on en a vu plusieurs dans les dernières années. Là, c'est tellement. Fait que, bref, soyez prudents. Attaque sur Teams, on est capable de voler le jeton. La façon que Microsoft a déployé pour protéger son jeton d'authentification qui traîne dans une base de données locale sur Teams ont été découverts comment faire pour contourner le chiffrement qui a été mis par-dessus pour le protéger. Donc, une autre chose. Je ne sais pas si l'article, j'ai lu un peu trop rapidement. Je ne sais pas si Microsoft va recorriger le problème avec d'autres mécanismes qui empêchent justement le vol de ce jeton d'authentification-là, qui incidemment permet de s'authentifier à partir du nom de la personne. Donc, un info-stealer serait très tenté d'aller chercher ça pour ensuite attaquer le compte M365 de la personne qui a été ciblée. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu l'attaque est un peu plus sophistiquée que celle qui avait lieu en 2022, je crois, celle qui avait été découverte en 2022. Mais par ailleurs, soyez prudents, protégez votre machine au minimum pour pas que vous voliez votre jeton. Serveur WSUS, ceux qui déploient les correctifs sur les infrastructures Microsoft, peut se faire attaquer jusqu'à une prise de contrôle complète, donc une vulnérabilité qui est quand même cotée à 9.8 sur le CVSS. Donc, appliquer le correctif disponible par Microsoft au plus rapidement, justement, pour pas qu'on attaque ces services-là, puisque ceci permet de distribuer massivement dans vos infrastructures du code et des vulnérabilités et potentiellement du code malicieux à toutes les machines qui sont branchées sur votre infrastructure de correctif. L'armement ou des applications ou des éléments comme ça qui permettent aux attaquants de conserver une persistance en attaquant des tenants M365 et Azure, en créant des applications, en créant des jetons persistants qui leur permettent de maintenir un pied dans votre organisation, même si la machine qui a servi de pivot a été corrigée ou si le compte a été reseté justement pour désactiver ça. Il demeure qu'il y a encore un espace en créant des applications, en créant d'autres informations dans le tenant pour maintenir, ce qui peut prendre plusieurs autres jours avant de trouver l'information qui est associée à ce genre de choses-là. Donc, regardez plus loin que juste le poste et le compte qui a été utilisé pour rentrer dans votre infrastructure. Allez voir s'il n'y a pas des modifications non entendues qui ont été appliquées dans votre infrastructure. Passive Neuron, qui est un groupe de cyberespionnage, a développé des malwares personnalisés pour son type d'attaque. C'est dans une zone géographique très définie, donc on est face à potentiellement un acteur étatique qui a personnalisé des méthodes de choses avec des méthodes d'attaque très sophistiquées, avec des techniques qui permettent de communiquer avec son command control sur de plusieurs façons pour éviter les contrôles qui auraient potentiellement les infrastructures, les commandes de contrôle privées ou d'autres éléments comme ça qui sont inclus à même la structure de déploiement de cette campagne-là qui est faite par ce groupe-là. S'attaque principalement au serveur SQL, en l'occurrence, probablement pour voler des informations très intéressantes à l'intérieur de celui-ci. Ils ne font pas référence à des vulnérabilités, mais juste à des attaques sur les comptes pour donner accès au SQL qui sont en place. Il revient toujours zéro trust, segmentation, différents éléments comme ça qui sont en place pour aider à limiter ou réduire ces éléments-là. On est toujours dans un contexte d'hygiène de base. Puis on revient souvent à cet élément-là que si l'hygiène de base n'est pas faite, toutes les mesures connexes n'ont pas tant d'efficacité. Ça en a un autre cas. Donc, toujours l'hygiène de base, c'est toujours le plus important. L'attaque sur les systèmes d'annonces dans les aéroports canadiens et américains, il a été découvert que les systèmes d'annonces ou les systèmes d'affichage étaient sur des réseaux moins sécurisés que les autres éléments aéroportuaires. Ce qui fait qu'il est une bonne chose, c'est-à-dire que les éléments la vecteur d'attaque n'a pas touché le contrôle aérien, n'a pas touché les contrôles, n'a pas touché les tours de contrôle, n'a pas touché les compagnies aériennes, mais a touché un système connexe qui est d'affichage et celui-ci était vulnérable. Donc, un rappel simple que tous les systèmes dans un ensemble de grands systèmes peuvent être vulnérables. Dans ce cas-ci, heureusement, il n'y a pas de connexion avec les autres systèmes. Dans certains cas, il y a des connexions en des systèmes de plus faible importance avec des systèmes de plus haute importance
et ça aurait pu être servi de pivot pour aller attaquer les systèmes aéroportuaires, contrôle aérien ou les éléments qui sont relatifs au déplacement des passagers dans l'aéroport, comme on a vu dans les aéroports européens où ça l'a carrément gelé la capacité de livrer des billets de façon automatique et tout ce que ça l'entoure. Dernière nouvelle, la Chine accuse les États-Unis d'avoir attaqué son système de gestion du temps, son NTP, qui est un système très critique pour les systèmes informatiques. Dans ce cas-ci, on est dans un élément de... En tout cas, bref, comme l'article l'énonce, la Chine n'a pas de preuves tangibles, ne fait juste que clamer le fait que les États-Unis auraient attaqué les sources de temps. Il n'est pas exclu que ça soit vrai. Par ailleurs, l'absence de démonstration de documents probants laisse penser que c'est peut-être pas ça, que c'est peut-être juste du bruit sur la scène internationale, constant que la Chine utilise beaucoup ces éléments-là sans preuve à l'appui. On le voit dans beaucoup d'éléments, beaucoup de facettes où la Chine ne fait juste tenir un discours, mais n'est pas nécessairement cohérente par rapport à son application dans le réel. Il fait juste ça pour distraire ou faire valoir ses points d'une autre façon. Ça termine les nouvelles cette semaine. J'ai réussi à compresser un petit peu plus. Puis, avec le temps, je vais réussir à peut-être focusser davantage sur ce qui m'intéresse. À l'usage, ça va de mieux en mieux pour mon activité préparatoire, disons, pour ce podcast-là. Puis, j'en tire un énorme bénéfice de lecture des nouvelles et d'organisation de cette pensée-là. Fait que je vous dis à la semaine prochaine.